Bonjour. Comme je l'ai dit dimanche dernier, nous diffuserons dès ce vendredi 5 juillet notre analyse des résultats du premier tour des élections législatives, mais aujourd'hui c'est une émission très particulière que nous vous proposons. En effet, l'appel que j'ai lancé en avril dernier a été entendu. Grâce à vos contributions, nous poursuivrons nos conversations hebdomadaires et leurs suppléments culturels au long de notre 8e saison, qui débutera le 8 septembre par un enregistrement en public à l'école alsacienne auquel vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Merci à toutes et à tous, et en avant pour la 8e saison. À l'origine de notre podcast, il y a eu pendant presque 20 ans, à l'antenne de la radio de service public, une émission que j'ai créée et animée. En juillet 2017, Radio France annonçait que cette émission n'avait plus sa place à l'antenne et me licenciait. De très nombreux auditeurs ont alors souhaité que les conversations hebdomadaires dont ils étaient friands se poursuivent sur la toile. Avec l'accord des participants réguliers à ces conversations, plutôt que d'entreprendre le tour du monde auquel je m'apprêtais, j'ai trouvé une place au milieu des podcasts, encore au début de leur développement. Ma passion de la radio l'a donc emporté sur mon amour des voyages. Cette passion, je la raconte dans un livre paru il y a quelques semaines aux éditions des Arènes. La prochaine fois, je vous l'écrirai. En mai dernier, Nicolas Bavrez m'a écrit ce qui suit. Une idée déraisonnable m'est venue en lisant ton livre que je ne résiste pas à partager avec toi. Que dirais-tu d'une émission spéciale du Nouvel Esprit Public dans laquelle tu serais l'invité pour parler de ton livre, de ton chemin et de ceux qui l'ont jalonné? Jean-Louis te remplacerait aux commandes avec Roselyne et l'un ou l'une d'entre nous comme dernier comparse. Oublie ce message, ajoutait Nicolas, si tu penses que j'ai tenté une nouvelle fois d'habiller d'oripeaux libéraux un coup d'État potentiel. Tous les participants au Nouvel Esprit Public m'ont fait l'amitié de souscrire à cette proposition et c'est sa réalisation que nous vous proposons aujourd'hui, enregistrée avec Roselyne Bachelot, Nicolas Bavrez, Jean-Louis Bourlange et Béatrice Gibelin. Ce sera notre manière de célébrer la bonne nouvelle que j'ai eu le plaisir de vous annoncer au début de cette présentation. Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public qui prend la forme d'une émission spéciale, je dirais même très spéciale, et en même temps qui a quelque chose qui touche à la nature même de l'association que nous formons à l'intérieur de ce Nouvel Esprit Public. Mais cette émission est une initiative de Nicolas Bavrez, ici présent, comme sont ici présentes Béatrice Gibelin, Roselyne Bachelot et Jean-Louis Bourlange. Et Nicolas Bavrez va présenter son initiative. Bien, le cinéma est né avec Louis Lumière et avec l'arroseur arrosé. Et il nous a semblé que c'était utile que le Nouvel Esprit Public se mette au diapason et que Philippe Meyer, qui est d'habitude notre chef d'orchestre, descende dans la fosse, même si c'est pour être soliste. Et pourquoi ? Eh bien, à cause de son dernier livre, la prochaine fois, je vous l'écrirai. Donc ce livre est une série de portraits, soit de gens inconnus, son instituteur, Monsieur Rayet, des médecins ou de personnes extrêmement célèbres, à l'inverse, des hommes politiques comme Michel Rocard, de grands universitaires, Annick Riegel, des intellectuels comme Jean-François Revel, des cinéastes comme Frédéric Rossif ou Bertrand Tavernier. Mais on a l'impression qu'au fil de ces rencontres, ce sont un peu des mémoires à travers ceux qu'il a aimés,
et ceux qui l'ont fait. Et c'est pour ça que, pour débuter cet esprit public singulier dont Philippe Meyer est pour une fois l'invité, j'aurais pour lui 2 questions. D'abord, est-ce qu'il partage cette idée que ce livre, dans une bibliographie qui est impressionnante, que ce livre est un livre singulier et qu'on a l'impression qu'il lui porte une tendresse ou un attachement particulier? Et ma deuxième question, c'est que ces portraits sont enserrés entre 2 chapitres. Le premier porte sur la radio et la chanson, le dernier porte sur le théâtre. Et finalement, on se dit que la vie de Philippe Meyer est celle d'une voix. Et ma seconde question, c'était comment avez-vous découvert cette voix? Comment l'avez-vous travaillée et comment vous a-t-elle accompagné? La première question, oui. J'ai une tendresse particulière pour ce livre, pas parce que c'est le dernier, mais parce qu'en effet, j'ai slalomé après notre départ de la radio. On m'a proposé plusieurs fois d'écrire mes mémoires. Je n'en avais pas très envie. Je trouvais que c'était une façon de commencer à creuser le trou un peu tôt. Et puis, en même temps, en discutant avec les uns les autres, avec les générations plus jeunes, avec les différents stagiaires qui se sont succédés autour du nouvel esprit public, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui les intéressaient. Et au fond, le moyen, la ruse que j'ai trouvée, c'est une demi-ruse en effet, puisque Nicolas l'a percé, j'imagine, percé à jour et bien d'autres, c'est en effet d'écrire des mémoires à travers les gens qui... j'ai donné comme titre à la préface qui m'a fait moi, et c'est en effet ces gens-là qui m'ont permis que mon chemin soit un chemin et pas une errance. Les voix, oui, absolument. Comment est-ce que les voix sont entrées? Je pense que c'est en effet par le théâtre et par la chanson, c'est-à-dire que très jeune, disons à 8 ans, j'ai été conduit par ma grand-mère au théâtre pour voir Pierre Dux et Françoise Christophe dans Cyrano de Bergerac, je le raconte dans ce livre, au théâtre Sarah Bernard, devenu ensuite le théâtre de la Ville, et par ma tante et marraine voir les frères Jacques à la Comédie des Champs-Élysées. J'ai trouvé qu'il y avait une espèce de concentration de vitalité dans le théâtre dont l'espérance ne m'a jamais quitté à chaque spectacle que je vais voir, et que chez les frères Jacques et à travers les chansons, il y avait une formidable possibilité d'élargir le champ de sa propre expérience. Voilà, c'est vrai aussi pour la littérature et pour le roman, mais pour moi, ça a commencé par les voix, et pour les frères Jacques, par l'harmonie des voix, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était pas seulement des comédiens et des mimes formidables, mais c'était aussi des chanteurs, et qu'ils ne se sont pas privés de donner leur capacité avec d'abord leur premier pianiste, Pierre Philippe, qui était un excellent musicien. Philippe Meyer, au risque de vous déplaire, je dirais que ce livre n'est pas un livre de journaliste. Tant mieux. On en a assez de la floraison de pseudo-biographies de gens qui n'ont jamais rencontré l'objet de leur description, ou alors au cours d'un bref entretien, avec des explications psychologisantes à 2 balles, et en général moutonnières, où on se contente de répéter ce qu'ont dit les autres, ou pire, d'interroger les entourages, en espérant que cet entourage lâchera l'anecdote un peu crapoteuse, et s'ils font un portrait plus balancé, on n'en retiendra que les critiques. Les personnes que vous nous décrivez sont des personnes que vous avez connues professionnellement, mais aussi intimement, et c'est ce qui fait le charme et la valeur de ce livre. On peut regretter, quand on vous connaît, quand on connaît votre humour et votre délicieuse méchanceté dont je me repais depuis un nombre de décennies important. Quand j'ai un coup de cafard, je relis Pointe Sèche. Je crois que Pointe Sèche est paru il y a une 30aine d'années, mais ça me remet le moral d'aplomb. Mais finalement, je me disais, on peut être blessant et ne pas cerner les blessures, et au contraire ne pas l'être et les cerner. Il n'y a pas besoin d'être servile pour être magnanime. Les failles et les faiblesses des personnages que vous décrivez, que vous aimez, ne sont pas évitées ou euphémisées. Elles complètent et expliquent les qualités de personnalités hors normes, que ces personnalités s'appellent Rocard ou Revel. Et même à travers
de petits éclairages, comme l'anecdote savoureuse d'Edgar Faure qui remet sa veste et qui remet sa cravate au moment où il est interviewé en radio. Eh bien, il dit qu'on s'habille même pour faire de la radio. Je regarde, tout le monde autour de la table est convenablement habillé. Et vous faites un travail d'ethnologue, de sociologue, même parfois d'archéologue, car on a aussi le sentiment, à travers votre livre, d'avoir un regard sur un monde disparu. Mais ma brave bête de père disait toujours, au moment des campagnes électorales, surtout ne fais pas de comité de soutien, car on ne regardera pas les gens qui y sont, on ne regardera que les gens qui n'y sont pas, et pour te faire du tort. Alors, Philippe Meyer, dans cette galerie de portraits, il y a forcément des gens qui n'y sont pas, et qu'une fois que vous avez posé votre plume, vous vous êtes dit, mais nom d'un chien, pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé d'elle ou je n'ai pas parlé de lui? Et qui? Oui, il y a un fantôme dans ce livre qui a d'ailleurs été présent pendant les mois pendant lesquels j'écrivais, c'est le fantôme du cardinal Lustiger. Je l'ai connu comme aumônier quand j'étais étudiant, et il se trouve que sa famille a été, une partie de sa famille, c'est-à-dire sa sœur, lui et son père, ont été sauvés par une cousine germaine de mon père, par une de mes tantes, qui habitait 43 rue de Lambre, l'immeuble dans lequel vivait la famille Lustiger. Quand elle a vu la mère arrêtée, elle a cherché les enfants et le père pour les prévenir. Et ce que je n'ai su que longtemps après avoir fait la connaissance de Jean-Marie Lustiger. Et je me suis dit que j'allais écrire. Il a tenu une place importante. Je l'ai accompagné. Nous nous sommes accompagnés. Enfin, j'étais avec lui jusqu'à la fin. Et je n'ai pas réussi à écrire le portrait. Et je ne comprenais pas pourquoi, mais tout ce que j'écrivais, je disais, c'est pas ça. Et donc, finalement, si j'ose dire, le cardinal est passé à la trappe. Et je crois que maintenant, j'ai compris pourquoi je n'y arrivais pas. Parce que la question principale que me posait le cardinal Lustiger, ou plutôt que me posait Jean-Marie Lustiger, c'était la conversion. Le fait qu'à 14 ans et des poussières, il ait décidé de devenir chrétien et plus particulièrement catholique, puis ensuite prêtre. Et c'est quelque chose que j'ai pris de plein fouet sans jamais arriver ni à le comprendre, ni à le partager. Je suis un catholique de tradition, comme ça, on est catholique dans ma famille depuis je ne sais pas combien de temps, depuis toujours, j'imagine. Donc voilà, ça m'était facile d'être catholique parce que... Depuis qu'il n'y a plus de druides. Oui, c'est ça, avant. Et puis après, c'est une version un peu lâche du pari de Pascal qui consiste à dire, puisque je suis catholique, restons-le. Ça peut pas faire de tort. Mais lui, c'était quelque chose, et je n'ai pas réussi à saisir ce quelque chose. Si je puis dire, je me suis mis derrière le pilier à Notre-Dame, j'ai dit ça va tomber, et ça ne tombait pas. Et je suis d'autant plus perturbé de ça que notre affection réciproque n'a cessé de grandir et jusqu'à la fin, et que je reste avec cette question de cet homme qui, comme on le sait, n'a jamais renié le fait d'être juif et qui a voulu que le jour de son enterrement à Notre-Dame, on dise le Kaddish devant, et qui signait Jean-Marie Aron, cardinal Lustiger. Voilà, peut-être j'y arriverai un jour, à vrai dire je ne le crois pas, mais c'est le fantôme de ce livre, celui qui devrait y être et qui n'y est pas. En tout cas, c'est une réponse à la question implicite de Nicolas, ça n'est pas votre dernier livre. Écoutez, il y a tant de choses à dire. Moi, ce qui m'a frappé, c'est d'abord la façon dont vous avez enchâssé tous ces portraits, toutes ces réflexions, toutes ces descriptions, cette vie égrenée au fil de vos rencontres, dans une expérience douloureuse qui est celle de votre enfance, celle d'un enfant seul, très seul, mal aimé, en réalité, vous ne le dissimulez pas. Et je crois que c'est très fascinant de voir que quand on a ce type d'expérience, l'attitude la plus classique, c'est la fermeture.
c'est de dire, voilà, un peu comme Madame Le Pen d'ailleurs, qui est quand même une enfant mal aimée, ouais, elle bloque tout et elle dit maintenant je conquiers le pouvoir et puis voilà, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et l'autre attitude, c'est la vôtre, c'est-à-dire celle de chercher partout, ailleurs, des personnes qui sont capables de développer avec vous une intimité à la fois intellectuelle et sentimentale extrêmement forte. Parce que c'est très frappant. Vous faites le contraire de ce qu'on appelle le name dropping, c'est-à-dire l'énumération d'un certain nombre de gens connus qu'on a plaisir à présenter devant ses amis en disant « Voyez, hein, je ne suis pas n'importe qui ». Vous, quand vous abordez quelqu'un de très connu, l'exemple le plus parfait, c'est Michel Rocard, est quand même une personnalité politique qui a compté énormément dans ce pays, eh bien, on voit que vous l'abordez toujours sous un angle extrêmement personnel, extrêmement intime, ce qui caractérise ce que vous dites du rapport avec Michel Rocard, c'est l'intimité, le caractère très personnel de votre relation. Et je crois que c'est très, très précieux de voir que toutes les personnes que vous citez, célèbres ou non célèbres, comme le disait Nicolas, sont en réalité des gens avec lesquels qui ont une expérience très intéressante en psychiatrie ou en pédagogie ou en religion, qui sont une expérience très, très profonde, mais c'est d'abord le fait que vous trouvez dans ces personnes des gens qui vous enrichissent moralement, intellectuellement, socialement, qui vous ouvrent sur le monde. Et cette démarche d'ouverture, elle est quand même extrêmement impressionnante et elle montre une reconquête de soi-même, en réalité, qui est, je crois, enfin, peut-être que je suis un peu indiscret de dire ça, mais une reconquête de soi-même qui est vraiment très impressionnante. Alors, ma question, c'est, quand même, on est un peu dans la surabondance. C'est-à-dire que, oui, c'est un excès de richesse, comme on disait de la peinture hollandaise au XVIIe siècle. Il y en a trop. Et il y en a trop parce que vous n'êtes pas complètement idiot, d'abord, il faut reconnaître. J'ai peine à le dire, mais... Et donc, quand vous voyez quelqu'un et que vous parlez à quelqu'un, vous saisissez tout de suite ce qui compte, ce qui est important, ce qui est positif. Quand vous parlez de gens que vous n'aimez pas, le plus souvent, vous ne les citez pas. Par exemple, sur le Québec, vous mettez en cause un sous-préfet dont vous estimez qu'il dirige l'Office franco-québécois de la jeunesse n'importe comment, et vous nourrissez d'ailleurs un complot qui échoue avec Jean-Marie Domnac pour le remplacer. Vous ne donnez pas son nom. Vous ne de minimis non curat le judex, pas prétor, mais judex, le juge ne s'occupe pas des petites affaires, mais vous dites les choses très positives. Mais au milieu de tout cela, quelle est... moi, j'ai toujours cherché à répondre à cette question pour moi, et j'y suis très malaisément parvenu. Mais quelle est, au milieu de toutes ces expériences, quelle est celle que vous privilégiez ? En réalité, pourquoi n'avez-vous pas pu aller plus loin dans les voies différentes ? Est-ce que vous êtes un butineur ? Est-ce que vous êtes un éclectique ? Est-ce que vous estimez qu'on ne peut pas... que l'expérience d'un homme, ça doit être de tout voir, de tout comprendre, et pas de se développer. Par exemple, vous faites des choses en sociologie qui sont très, très intéressantes, très nouvelles. Vous montrez bien d'ailleurs, et vos rapports avec Annick Riegel là-dessus sont très fascinant. Annick Riegel, vous lui faites découvrir. Mais Annick Riegel, quand même, comme dit l'autre, comme dirait Montbard, c'est pas n'importe qui, mais qui était quand même extrêmement structuré par son expérience stalinienne qu'elle avait rejetée, mais c'était quelqu'un d'organisé. Vous lui faites découvrir la société civile dans sa réalité. Pourquoi n'êtes-vous pas allé plus loin ? Pourquoi, sur le plan psychiatrique, ce que vous écrivez de la relation avec ce médecin extraordinaire qui meurt prématurément et avec lequel vous avez une expérience très forte et un peu décevante, pourquoi n'êtes-vous pas allé plus loin ? Pourquoi vous êtes-vous, je ne dirais pas contenté parce que ça serait limitatif, mais pourquoi avez-vous choisi, pour parler d'un héros qui nous est commun à Nicolas Bavrez et à moi, pourquoi vous êtes-vous contenté d'être un spectateur engagé ? Et si je puis me permettre d'ajouter,
Que répondez-vous justement à Annick Riegel qui vous envoie ses mémoires avec cette dédicace incroyable à Philippe Meyer qui promettait tant? Oui. Alors les promesses, le moment est venu, Philippe Meyer, d'acquitter. Bon, que l'énergie qu'on déploie par la suite prenne sa source dans l'enfance ou dans les manques de l'enfance, c'est évidemment le cas pour presque tout le monde, et dans mon cas, simplement comme les manques de l'enfance étaient particulièrement forts et compliqués à comprendre pour moi, la contradiction entre, par exemple, un père qui s'était très bien conduit pendant la guerre, qui avait fait preuve de courage physique, puis qui, dans la vie, était totalement dépourvu de courage moral. On ne comprend pas ça quand on est un enfant. Quelqu'un qui est courageux en tout, manque de peau. C'est Stendhal qui dit dans La Chartreuse de Parme, à propos du tyran de Parme, Ernest Ranucci IV n'était brave qu'à la guerre. Et ben, je pense que Stendhal a connu mon père. Donc, voilà. Après, je pense que la réponse la plus simple aux questions que Jean-Louis pose, c'est la peur de l'enfermement. J'ai été pensionnaire, j'ai été enfermé. Je pense que j'ai acquis, sans m'en rendre compte, une allergie, une profonde crainte, pour ne pas dire peut-être une terreur dont je ne me rendais pas compte, à l'idée d'être enfermé dans une activité, enfermé dans un milieu, enfermé dans un personnage, et que du coup, tout ça aboutit à quelque chose qui en effet ressemble, et sans doute, du dilettantisme. Vous décrivez très bien le pensionnat, vous le qualifiez de disciplinaire et caverneux. Et caserneux. Caserneux, absolument. Et j'ai repris j'ai repris, oui, un certain nombre de choses que Bernanos écrit, et notamment sur l'étude, cette salle qu'on appelait l'étude, et ce moment qu'on appelait l'étude, dans laquelle Bernanos disait que une petite âme ne peut éprouver que de l'ennui. Et effectivement, j'ai aussi beaucoup craint l'ennui, je dois dire. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que je pense que l'ennui a une utilité, mais moi, je ne sais pas très bien me servir de l'ennui. J'ai toujours besoin qu'il y ait quelque chose. Et donc, voilà, je pense que c'est ça. Mais en même temps, et c'est drôle parce que ça nous ramène à Annick Riegel, qu'est-ce qui m'a fait essayer d'être adopté par elle comme thésard, d'abord, enfin même pas comme thésard, comme rédacteur d'un mémoire de maîtrise, c'est qu'elle était à Nanterre, dans les ruines de l'université, mais c'était pas du tout, son travail ne correspondait pas du tout à ce que moi je souhaitais lui présenter. Sauf que pour la connaître mieux, j'ai acheté son livre, qui était en poche, et dans le livre, il y a une dédicace qui m'a donné envie de connaître cette femme, une dédicace où elle parle de celui qui, pendant la guerre, a été son camarade le plus proche, et dont elle dit, à un moment donné, il m'avait enseigné tout ce qu'il avait appris, la classe ouvrière, le communisme, le parti, Staline. Dans cet ordre-là, la classe ouvrière étant évidemment la première, le malheur, le courage, la France. Sans lui et contre lui, j'ai dû continuer à apprendre. Ça n'est pas drôle, dirait-il en riant, car il riait toujours. Où c'était moi, à cette époque? Que sur un travail universitaire aussi puissant, aussi, je dirais, aussi sec, comme doivent être les travaux universitaires, elle ait éprouvé le besoin de mettre ça, de faire revivre quelqu'un. Ça m'a profondément touché. Allez savoir pourquoi. Peut-être aussi, mais je ne vais pas rentrer dans la psychologie, mais j'ai commencé à avoir des morts, si j'ose dire, assez jeunes, et notamment un frère. Mais je pense que c'est la peur d'être enfermé qui m'a fait devenir ce dilettante, avec, pour revenir à ce que je voulais dire sur Annick Riegel, dans sa préface, elle dit il y a plusieurs sortes de chercheurs. Il y a ceux qui, autour d'une barrière de corail, se promènent et puis vont un peu plus loin chercher ce qu'il y a ailleurs. Puis il y a ceux qui passent leur vie à tourner autour de la barrière, et elle se définissait comme celle qui passait sa vie à tourner autour de la barrière. Les autres, voilà. Mais je pense que, oui, j'ai été, à vrai dire, bien que ce soit une sorte de reproche et même de coup de fouet, mais j'ai été très heureux quand j'ai lu cette dédicace du livre d'Annick Riegel. Oui,
On parle beaucoup des portraits, des gens que vous avez, des personnalités que vous avez admirées et aimées, parce que c'est quand même la constante des gens que vous présentez. Et moi, je vais m'attacher plutôt à vous-même directement, parce que plus du tiers de l'ouvrage, voire presque la moitié, par le départ, où vous racontez effectivement cette enfance solitaire, triste, qui avec du chagrin, je dirais presque, et comment vous vous en êtes sorti, et la déception aussi qu'ont été vos études universitaires. L'université vous a déçu profondément, et je pense que c'est quelque chose qui atteint beaucoup d'étudiants aujourd'hui, d'être déçus, ne pas rencontrer la personnalité qui va vous faire avancer, qui va vous guider, qui va vous donner l'envie. Bon, et effectivement, pour avoir été une enseignante universitaire pendant très longtemps, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'espère avoir été un peu celle qui a aidé à faire avancer. Et donc, j'ai été très intéressée par votre rapport avec votre directrice de thèse, dont ce n'était pas effectivement la spécialité. Et déjà, c'est quelque chose d'une liberté à laquelle on n'est pas habitué quand on pense à Annie Kregel, c'est-à-dire prendre un sociologue alors que ce n'est pas du tout son champ. Mais comme vous vous intéressez au fond aux classes populaires plutôt défavorisées, et que vous avez l'expérience de l'Amérique du Nord, du Canada, elle va être touchée. Et du coup, son engagement personnel va l'amener à vous accompagner. Et ça a été une remarquable directrice de thèse. J'ai retrouvé ce que, modestement, j'ai essayé d'être, c'est-à-dire cette rencontre singulière qu'on a avec un thésard, le moment où on lui redonne confiance, le moment où on a le courage de lui dire non, ça va pas du tout, hein, ça vous supprimez en barre, vous faites fausse route, alors qu'il a beaucoup investi là-dedans et qu'il doit faire le deuil de ça. Mais c'est ça qui crée ce rapport de confiance et que vous avez eu avec elle. Et je pense que quand elle écrit et qui promettait tant, c'est qu'elle vous voyait effectivement devenir un universitaire et ce qu'on appelle un intellectuel en France. Oui, Jean-Louis. Et même, je suis tout à fait d'accord avec vous, et même son effacement devant Philippe Ariès est très significatif. Et remarquable. Parce que Philippe Ariès, c'est le contraire d'elle. C'est un formidable personnage, Philippe Ariès, mais c'est l'anti-universitaire, ça. Excusez-moi. Et elle s'efface parce qu'elle reconnaît que pour diriger Philippe, il faut quelqu'un qui pense et qui a un rapport au savoir un peu différent du sien. C'est absolument pas... ça, c'est très très bien montré dans le livre de Philippe. C'est absolument pas un abandon. En disant, bon non, c'est vraiment le fait qu'elle sent sa propre limite par rapport à l'expérience dont Philippe est porteur et par rapport au travail qu'il est en train d'effectuer. Et je crois que là, c'est très... Ça prouve qu'Annie Kregel avait vraiment des qualités d'ouverture d'esprit que son esprit apparemment très, très rigide, etc., dissimulait. C'est une grande honnêteté et c'est surtout un grand respect de la personne, du doctorant qu'elle a face à elle. Philippe Ariès n'était pas anti-université. C'est l'université qui n'avait pas voulu de lui. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et il a été raccroché tardivement, ce qu'il a accepté et ce qu'il a beaucoup apprécié. C'est-à-dire cette reconnaissance universitaire lui a fait chaud au cœur. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Mais j'ai aussi énormément apprécié l'honnêteté, Philippe, avec laquelle vous le rappelez. C'est un peu votre maladresse avec une forme d'arrogance au début de votre soutenance. Et où vous vous permettez effectivement d'attaquer de façon, je dis gentiment maladroite, mais un peu stupide aussi. Ça méritait une paire de claques. On va dire un peu stupide. Et comment Annie Kregel reprend l'affaire en tant que directrice de thèse, parce qu'il y a toute une hiérarchie dans un jury. Hein. Le président, c'est une chose, la directrice de thèse, ou le directeur, c'en est une autre, et puis il y a les personnalités extérieures. Et comment elle vous fait une leçon
comment vous n'avez pas respecté un jury de cette qualité, qu'elle monte pour vous, parce que c'est toujours un peu difficile de monter des jurys, j'ai trouvé ça remarquable, et que vous ayez l'humilité et l'honnêteté de le rappeler. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié toute cette partie, et je dis que plus du tiers de votre ouvrage est tellement centré sur votre humanité. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. Je ne parle pas tellement d'engagement, je parlerai vraiment d'humanité. Le fait que vous vous soyez attaché aux quartiers difficiles, comme on dit aujourd'hui, mais surtout défavorisés. Ce travail de sociologie qui était si nouveau et si utile, et qui est tellement différent d'une forme de sociologie aujourd'hui, alors que vous faites du terrain. Et vous êtes dans une enquête, et vous êtes dans le regard, vous êtes dans l'observation. Et puis ce temps que je trouve passionnant, qui est celui de la psychiatrie, avec le rôle de ce médecin Philippe Pomel, qui a joué un rôle, je crois, très très important pour vous. Il y a votre instituteur, pour lequel vous avez une affection et un respect touchant. Et puis je dirais qu'il y a lui, dans votre formation, importante, cette générosité de ce médecin, en plus de sa compétence, et ce que vous appelez le 13e, c'est-à-dire rue de la Colonie, et comment tout ça va s'effilocher. Et je pense que l'orientation que vous allez prendre vient de cette forme de déception, en vous disant « eh ben, on n'y arrivera pas ». Le mouvement de l'antipsychiatrie avec lequel vous êtes en profond désaccord. Et ma question sera celle-là, de toute cette expérience que je crois fondamentale pour vous. Comment vous l'avez utilisée, reprise? Comment elle vous a structuré pour la suite de votre butinage, puisque c'est le terme qui pour moi n'est pas un butinage, mais comment vous avez, vous êtes nourri de ça dans le reste de votre vie professionnelle? Quand j'ai été embauché par le docteur Pomel pour monter avec Sylvie Faure et Anne Bodenheimer un service de recherche, j'étais un sociologue qui avait encore du placenta dans les narines. J'étais même pas complètement diplômé, enfin, j'avais même pas fini ma maîtrise. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allé voir Anne Kriegel, parce que Philippe Pomel m'a dit « faites votre maîtrise ». Philippe Pomel, en 2 mots, comme président de la jeunesse étudiante chrétienne et organisateur du pèlerinage de Chartres, avait aussi, en 1947, organisé l'occupation des bordels qui venaient d'être libérés par la loi Marthe-Richard, non pas pour protester contre le vice, mais pour loger les étudiants qui avaient des sacrés problèmes de logement à Paris. C'était une énergie formidable. Ils avaient au moins des miroirs pour se regarder. On les avait démontés. C'était une énergie formidable, et c'était quelqu'un qui ne se payait pas de mots et qui était, je dirais, hanté par la situation des malades mentaux pendant la guerre, où 75 000 d'entre eux sont morts de faim. Non pas parce qu'ils étaient persécutés, non pas en vertu de théories sur les races saines et les races malsaines, mais simplement parce qu'on ne s'occupait pas de les nourrir. Je signale qu'une commission d'enquête a été créée sur cette situation. Elle a été créée en 2003. Donc Pomel, habité par ça, veut en finir avec l'asile. Et un certain nombre de jeunes médecins sont comme lui préoccupés par ça et créent l'idée d'une psychiatrie qui aurait des étapes successives, la plus lourde étant l'asile et la plus légère étant le dispensaire. Bon, moi je suis embauché pour essayer de voir 2 choses. Premièrement, quels sont les problèmes sociaux des gens qui habitent la zone dans laquelle le centre du docteur Pomel est compétent, c'est-à-dire le sud du 13e arrondissement. Deuxièmement, d'avoir un regard extérieur, ce qui était un courage formidable de la part de Philippe Pomel. Moi, c'est ça que je garde peut-être essentiellement de lui, en dehors de l'admiration que tous les gens aussi énergiques, aussi convaincus, aussi engagés peuvent susciter. Mais c'est cette idée que il fallait un regard extérieur, qu'il ne fallait pas se fier à son enthousiasme, qu'il ne fallait pas se fier à son propre travail, qu'il fallait que quelqu'un vienne dire écoutez, vous vous êtes fixé tels objectifs, et en l'occurrence, le moins possible d'enfermement à l'asile, faites attention, c'est en train de non pas statistiquement, mais
intellectuellement, cet objectif est mis à mal par une utilisation malvenue de la psychanalyse. C'est-à-dire que le problème d'une institution psychiatrique dans un milieu très populaire, si elle donne trop d'importance à la psychanalyse, elle donne trop d'importance aux gens qui savent verbaliser, qui ont une capacité d'expression. Et du coup, ceux qui n'ont pas cette capacité d'expression, on dit il va, puis finalement il se retrouve à l'asile et il reste longtemps. C'est ça peut-être que j'ai gardé, c'est cette idée que il faut pas être enfermé dans un milieu ou dans une façon de voir les choses, si libératrice puisse-t-elle être, et qu'en même temps, il ne faut pas se payer de mots. Voilà, c'est ce que... Et d'Annie Kriegel, j'ai fait en effet mon mémoire de maîtrise, puis ensuite ma thèse, sur les rapports entre l'État et l'enfance qu'on appelait irrégulière au XIXe siècle, qui n'est pas dans les règles, c'est-à-dire les fous, les vagabonds, les délinquants, les enfants dits après en danger moral, etc. Et à un moment de la thèse, je le dis pour appuyer l'hommage que vous avez, Béatrice et Jean-Louis, rendu à Annie Kriegel, à un moment de ma thèse, ça fait déjà 2 ans que j'y travaille au moins, et le Seuil, sous la direction de Michel Vinocq, qui avait été mon prof au lycée, et de Jacques Julliard, republie L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime de Philippe Ariès. J'allais en Amérique latine où vivaient ma sœur et mon beau-frère, et je le lis dans l'avion. Et je me dis, mon Dieu, mais c'est exactement ce que j'ai accumulé des données que j'arrive pas à mettre. C'est ça, le rapport à la ville et, bref, l'évolution de la famille et de la place de l'enfant. Et je reviens et je dis à Annie Kriegel, je me suis trompé. Et elle se couvre la tête de cendre en disant, mais j'aurais dû vous le dire. Je le connaissais, ce livre. Pourquoi j'y ai pas pensé? Et elle accepte que Ariès, qui n'était pas universitaire, il l'est devenu en effet ensuite, et c'est pour ça qu'il a pu présider la thèse, que Ariès, qui en plus c'était drôle, qui venait de l'Action française, moi j'allais le voir à Maison Lafitte, il avait quitté l'Action française, mais comme il était un peu provocateur, il avait mis un portrait de Maurras dans son entrée, et il lisait Virgile dans le texte, dans le RER qui venait de Maison Lafitte. Et voilà comment j'ai eu, sous mon regard, le jour de la soutenance de thèse, où en effet je me suis conduit comme un imbécile, cette ancienne l'Action française et cette ancienne stalinienne majuscule. Oui, ça c'est une chance. Dans cette galerie de portraits, il y en a 2 dont... D'ailleurs, vous le dites explicitement pour l'un d'entre eux que vous qualifiez de frères adoptifs. Il y en a 2 dont on a l'impression que vous avez été très très proche. Le premier, c'est Pierre Desproges, et c'est le seul de ces portraits qui est en fait abordé par sa femme Hélène. Et puis le second, c'est Bertrand Tavernier. Et on a l'impression qu'effectivement, puisque Bertrand Tavernier, vous le dites, c'est votre frère adoptif, on a l'impression que dans cette galerie portrait, ces 2-là ont... à cause aussi de votre travail en commun avec eux, ont eu une place tout à fait particulière. Oui, Bertrand Tavernier, je dois dire que Jean-Louis en a très bien parlé quand il est mort. C'était un homme qui était humainement extrêmement attachant par sa façon de vivre, par son goût de la bonne vie, des bonnes choses, de partager. Il n'arrivait jamais à un déjeuner sans avoir un infâme sac en plastique, genre ceux qu'on donne dans les supermarchés, qui était plein des livres, des DVD et des disques qu'il avait pu, qu'il vous apportait pour que vous puissiez partager son bonheur. J'ai été assez associé à son travail. Non pas du tout que je n'ai pas contribué à aucun de ses films, mais j'étais associé au fait qu'il me donnait des petits rôles, ce qui me permettait de participer au tournage, de voir les choses, d'être avec lui. Et puis on se voyait tout le temps, on était quasiment voisins, peut-être à 300 mètres l'un de l'autre. Il est venu chez moi en vacances, il a tourné La Princesse de Montpensier dans mon jardin, ou peu s'en faut, j'exagère à peine. Et oui, ça a été quelqu'un très difficile à cerner parce que justement multiple, habité par des tas de contradictions, à mon avis, fécondes, et qui avait en plus ça d'à la fois très commode, parce qu'au fond, les sentiments, c'est embarrassant.
lui, il avait beaucoup de sentiments, mais comme il les exprimait pas, on était tranquille, si je puis dire. C'est-à-dire que je raconte cet épisode où un jour, au comble de l'affection à mon égard, il laisse un message sur mon répondeur au téléphone et qui se termine par je t'embrasse complètement. Là, ça a atteint absolument un sommet. Donc voilà, on savait. Non, mais ça nous renvoie au personnage de l'horloger de Saint-Paul. Exactement. Exact. Je dois dire que je suis devenu ami de Bertrand Tavernier sans le connaître quand je suis sorti du cinéma où j'avais vu l'horloger de Saint-Paul. Évidemment, dans l'horloger de Saint-Paul, il y a le problème des rapports entre un père et son fils, et je ne reviendrai pas sur ce qu'on a évoqué déjà tout à l'heure, mais j'ai su que j'aimais cet homme sans le connaître en sortant de l'horloger de Saint-Paul. Et après, je dois dire que là aussi, si vous voulez, le personnage que joue Philippe Noiret, alors c'est aussi grâce à Bertrand que j'ai connu Noiret, que j'ai Rochefort, etc. Mais ce personnage que joue Philippe Noiret dans La vie et rien d'autre, et cette lettre à la fin magnifique qu'il envoie à cette femme dont il est amoureux, tout ça, je dirais aussi Un dimanche à la campagne, qui est tiré de ce roman de Pierre Bost, Monsieur l'Admiral va mourir, tout ça est pour moi quelque chose dans lequel c'est l'impression, c'est mon bain amniotique, si je puis dire, sentimental, intellectuel et culturel. Et Pierre Desproges, c'est très difficile d'expliquer le fait qu'au premier coup, comme ça, on s'est entendu, et au deuxième coup, j'ai rencontré Hélène, sa femme, et j'ai tout de suite compris que c'était pas Madame Desproges, c'était Hélène. Et je l'ai, elle aussi, malheureusement, elle est morte, je l'ai accompagnée jusqu'en 2012, quand elle est morte, mais l'énergie, le goût de la vie, la manière dont elle a compris ce qui, à l'époque où elle a connu Pierre, qui était alcoolique et qui ne savait pas où il allait, qui même n'allait absolument nulle part, elle a compris qu'il y avait quelque chose qu'il fallait l'aider à trouver, et j'admire ça profondément parce que c'est une œuvre. Pierre a fait une œuvre et Hélène a fait une œuvre. Et voilà. Et en plus, c'était une femme. C'était quelqu'un devant qui il n'y avait aucune espèce de nécessité de jouer. On était qui on était, elle vous prenait ou elle vous prenait pas, mais voilà. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Nicolas, parce que quand même, votre livre, il est profondément misogyne. On dresse un portrait, il y a une vingtaine de portraits, il y a 2 femmes sur cette vingtaine de portraits, Annie Kriegel, effectivement, et Pierre Desproges, à travers sa femme, le mari d'Hélène Desproges. Et quand les femmes apparaissent, elles apparaissent en général de façon assez acide, comme Martine Aubry, par exemple. Non, je n'ai pas parlé de Martine Aubry dans le livre. C'est ça, vous n'en parlez pas, c'est quasiment pas. Elle a été contourne. C'est ça, voilà. Il est vrai que quand j'en ai parlé dans d'autres livres, je ne peux pas dire que j'en ai parlé avec une affection respectueuse. Qu'est-ce que ça dit, cette absence des femmes dans votre livre? Est-ce que c'est une photo de l'époque où finalement les femmes n'existaient pas dans l'espace public? Est-ce que c'est le reflet de votre profonde misogynie ontologique? Est-ce que c'est une façon de régler des comptes avec votre mère? C'est en bonne partie une photo de l'époque. Ce que vous voulez dire, c'est que les gens qui comptaient étaient des hommes. Oui, c'est ça. Oui, socialement, c'était la situation. Donc c'est une photo de l'époque. C'est une évidence. C'est ce que je pense. Et par ailleurs, il y a des gens qui ont remarqué un petit paragraphe dans le chapitre consacré à Michel Rocard. C'est le paragraphe sur l'une de ses épouses, femmes. sa deuxième épouse. Sale caractère. Et énormément de courage, de qualité, de probité, etc. Mais dans l'entourage de Michel Rocard, je parle de son entourage politique et professionnel, je cherche les femmes dont la femme, à part la sienne, enfin à part la deuxième, Michel Legendre, la mère de ses 2 derniers enfants, dont j'aurais pu faire le portrait. Elles n'y sont pas. La deuxième, c'est Michel Michel, oui. Oui, c'est la deuxième. C'est la deuxième. On s'y perd un peu, je crois. Sinon, la troisième, c'est la psychanalyste. Et là, ça relèverait de votre phobie pour la psychanalyse. Alors, oui. Non, je parle de celle qu'il a tout à fait épousée. Bref, voilà. Muriel Mayette, dont je parle dans
dans le chapitre sur le théâtre, qui était l'administrateur de la Comédie Française, qui m'a donné la possibilité de faire chanter la Comédie Française et de monter des cabarets. C'est la première femme administrateur. D'ailleurs, elle ne voulait pas qu'on dise administratrice au début. Administrateur de la Comédie Française. Donc, il se peut que je sois profondément misogyne. Jusqu'à présent, ça ne m'a pas encore joué trop de tours. Mais je récuse... On peut être misogyne et aimer les femmes. Je récuse cette interprétation. Oui, je crois que pour résumer, c'est une photo... C'est une photo du passé, c'est même une photo qui donne, je crois, l'importance de l'évolution. Si on reprend, par exemple, mon parcours scolaire, quand j'étais à l'école primaire, il y avait 0 institutrice. 0. Au lycée ou dans les différents établissements du secondaire que j'ai fréquenté, 0 professeur. 0. Quand on voit la situation aujourd'hui, on mesure la différence. À l'université, une femme professeure, celle précisément dont j'ai fait le portrait. Donc oui, c'est assurément une photo de l'époque, mais en même temps, par rapport à l'allusion justifiée que vous faisiez sur ce que j'appellerais par une forme de litote, une sorte de un déficit de mère, oui, c'est vrai. Et alors, où à ce moment-là, me suis-je fait, ou avec qui me suis-je fait une idée de la femme ? Eh bien, dans la chanson. Parce que je n'allais pas encore au cinéma, j'habitais à une demi-heure de voiture du cinéma le plus proche, et c'était dans la chanson avec Cora Vauquer, avec Catherine Sauvage, avec Francesca Solville, avec Germaine Montero, avec Barbara, avec Christine Sèvres, dans un univers, celui de la chanson, qui était extrêmement riche en femmes, et en femmes, pour le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était des femmes de caractère. Je voudrais, ce qui me frappe dans les noms que vous avez cités, comme Tavernier, comme Rocard, comme d'autres, c'est le fait que ce qui vous fascine le plus, ce sont quand même des gens qui enjambent la frontière. Tavernier, c'était très clair. J'avais énormément d'admiration pour son œuvre et énormément de sympathie et intellectuelle, de proximité intellectuelle pour lui. C'est par exemple quelqu'un qui m'a fait comprendre qui a été le général Lee. Alors ça, maintenant, le général Lee, on déboulonne les statues pour des raisons qui s'expliquent très bien. Parce que la situation des Noirs en Amérique du Nord s'est trouvée identifiée à ça. Mais lui m'a fait comprendre, il nous a fait comprendre, d'ailleurs, dans une émission qu'on avait faite ensemble, à quel point Lee était un personnage absolument... le dilemme de Lee, qui passe une nuit à savoir si ses devoirs sont à son État, la Virginie, ou à l'Union, c'est à Lincoln, puisque Lincoln lui avait proposé de devenir le chef des armées de l'Union. Ce dilemme était tout à fait intéressant. Et on voit bien dans toute l'œuvre, les livres qu'il nous faisait lire, le film qu'il a fait, etc., à quel point il était fasciné par le Sud. Donc ce dépassement des frontières, cet homme de gauche, Tavernier, qui s'est intéressé, mais énormément à toutes les questions militaires, le capitaine Conan, la vie, rien d'autre, enfin, tant d'autres. Et je crois que ça rejoint quelque chose de très profond chez vous. C'est-à-dire que vous êtes au-delà des lignes. Et je voudrais savoir si ça correspond d'abord idéologiquement à ce que je pense, moi. C'est-à-dire que quand on est libéral, non pas au sens caricatural que l'extrême gauche donne à ce terme, mais au sens profond. Quand on est libéral, on est à la fois profondément anti-jacobin et profondément acquis aux valeurs d'émancipation sous toutes ses formes que vous démontrez, d'ailleurs, tout au long de ce livre. Est-ce que vous sentez, vous avez vécu idéologiquement, parce que vous voyez tout le monde, mais qu'est-ce que vous pensez en réalité? Quelle est la synthèse qui vous meut sur le plan de votre représentation de la politique au sens très large du terme, pas au sens partisan, mais au sens très large du terme? Comment vous vous situez par rapport à
Et moi, je suis profondément, comme Nicolas, je suis profondément aronien, si vous voulez. C'est vraiment ma... Et Aron, c'est un homme de gauche qui a choisi l'antibolchevisme. C'est quelque chose de très cohérent également. Et j'aimerais bien savoir comment vous ressentez. Et je vous repose la question qui est liée, que je vous posais tout à l'heure. Pourquoi vous n'avez pas atterri ? Vous avez survolé, volé, vous avez tous dominé, vous êtes le meilleur dans tous les domaines, mais vous ne vous êtes pas dit à un moment, je prends tel aspect du réel, que ce soit la radio, l'écriture, la pensée, le théâtre et la psychiatrie, enfin ce que vous voulez, et là, ça va être mon affaire, comme dirait Bernanos au moment de sa mort, quand il parle à Dieu, à nous deux maintenant. C'est difficile de répondre, mais je pense que quand j'ai essayé... bon, d'abord, sur le comment me situer. Je suis, vous l'avez dit, en définissant les aroniens, j'ai été aronien sans savoir que je l'étais, c'est-à-dire j'ai été de la gauche anticommuniste. Voilà. C'était même ami de Raymond Barre, donc c'est quand même pas... oui, c'est quand même pas franchement de gauche. Et du coup, j'ai trouvé... j'ai trouvé en Rocard, évidemment, franchement de droite. Un homme qui s'exprimait, qui exprimait ses convictions. Ensuite, sur l'idée d'atterrir, j'ai failli atterrir une fois ou deux, notamment à la radio. Jean-Marie Borzex, qui a disparu il n'y a pas très longtemps, qui a été un formidable directeur, un formidable journaliste, et un formidable directeur de France Culture, rénovateur de France Culture, Jean-Marie Borzex, à un moment donné, avait suggéré que je postule à la présidence de Radio France. Et je me suis laissé aller à le faire. Mais ça n'avait aucun sens. Je vais vous dire, je vais prendre une autre voie pour vous répondre. Je suis commandeur de la Légion d'honneur. Je jure n'avoir rien fait pour l'être, mais je le suis devenu. Ça a commencé avec Nuremberg à Nuremberg, qui m'a valu d'être chevalier, puis ensuite la francophonie m'a valu, et enfin, je me suis trouvé un commandeur de la Légion d'honneur un beau matin. Peut-être le dernier acte d'Emmanuel Macron sera de vous nommer grand officier. Mais qui ne se prive pas, au moins il fera quelque chose de bien avant de partir. Je porte les décorations. J'ai appris d'un dénommé Jean-Louis Bourlange que les décorations sont les bijoux des hommes, et je les porte donc volontiers. Il se trouve qu'un jour, je faisais un cours sur Paris à l'école des Mines. J'en ai gardé un excellent souvenir, mais je faisais ce cours dans Paris. Et je rejoins la vingtaine d'étudiants, et je sortais d'un rendez-vous officiel, et j'avais à ma boutonnière les insignes civils, c'est-à-dire la rosette sur canapé. Et il y a un étudiant qui regarde ça d'une manière telle que je comprends qu'il sait ce que ça veut dire, et qui se dit, mais comment est-ce que c'est possible que ce garçon soit un saltimbanque pareil, etc. Et je lui dis, Félix, vous regardez ma boutonnière et vous vous demandez... Non, monsieur, je vous assure, Félix, ne me racontez pas d'histoire. Je vais vous expliquer pourquoi je suis commandeur de la Légion d'honneur, du moins l'explication que j'en fais. Quand il y a un poste qui se libère, dans la culture ou dans l'audiovisuel, souvent mon nom est mis en avant. Et en général, si j'en crois ceux qui participent au débat, il est évoqué avec sympathie. On dit « Ah, il a des idées, il travaille, il est honnête. » Et donc, on m'envisage. Puis il y a un deuxième tour, et puis au deuxième tour, on dit « Oui, mais il a un caractère un peu affirmé. » Puis au troisième tour, on dit « Oui, le problème, c'est qu'on ne peut pas l'atteler. » Et donc, mon nom disparaît. Mais il disparaît dans la sympathie. Et du coup, on me donne un truc qui n'engage absolument... Vous savez à qui vous vous comparez, là ? Non, mais... Le mot du général de Gaulle sur Pierre Mendès France. Un cheval qu'on n'attelle pas. Écoutez, alors, je dois vous dire, quand j'ai dû quitter l'Express... Belle formule. Parce que j'ai quand même été... Très frappé, oui. Chaque fois que j'ai essayé quelque chose, j'ai aussi été viré. Quand j'étais rédacteur en chef de la culture à l'Express, au bout de 2 ans et demi, on m'a fait comprendre que je n'étais pas dans les petits papiers que j'avais irrité l'actionnaire principal. Mais auparavant, on avait essayé de me vider comme... n'ayant pas assez de complaisance aux nouveaux responsables de
de la direction. Et c'est Raymond Aron qui m'a sauvé la mise au cours d'un comité éditorial où quelqu'un dit « Bon, non, mais hier, c'est pas possible, on va pas pouvoir le garder. » Et alors Aron, qui dans ces cas-là faisait petite voix, disait « Ah oui, on va pas pouvoir le garder. Ah bon. Et, mais pourquoi ?» Et là, le directeur de l'Express de l'époque répond « On peut pas l'atteler. » Et Aron dit « Ah oui. Ah, c'est une drôle d'idée d'atteler un journaliste. » J'ai gagné 2 ans et demi. Donc voilà, le problème, c'est que je ne suis pas... quand bien même j'aurais voulu atterrir, je pense qu'on n'aurait pas voulu de moi parce que je n'ai pas le... Il me manque quelque chose qui est peut-être... Vous auriez pu faire de la politique, vous êtes tâté dans les élections municipales, vous auriez pu faire de la politique. Ouais, parce qu'en politique, on est relativement libre, contrairement aux apparences. Oui, c'est vrai. Oui, je me suis présenté au municipal en 2008 à la demande de François Bayrou, dont j'admirais la campagne qu'il avait faite en 2007. Je dois dire que je me suis quelque peu éloigné de cette idée depuis, mais voilà, il m'a demandé... Tout le monde venait de le lâcher, enfin les gens comme Hervé Morin, Le Roi ou Le Rouge, je ne sais plus comment il s'appelait, enfin tous ceux qui avaient expliqué 48 heures avant que c'était le Phénix en personne. Moi, je m'étais séparé de lui, mais depuis 2 ans. J'avais dit que je ne voyais pas comment il pouvait se détacher de ses alliés. Tous ces gens-là le lâchaient de manière ignominieuse et il m'appelle et il me dit « Est-ce que tu voudrais bien te présenter à Paris ?» J'avais 2 raisons de le faire, une réaction contre les salauds qu'il avait lâchés et puis le fait que j'avais déjà écrit un livre sur Paris, que je m'apprêtais à en faire un 2e et que j'ai enseigné l'histoire et les problèmes de Paris à Sciences Po pendant fort longtemps. Donc je me suis dit « Ça va être un haut-parleur ». Bon, c'était une erreur. Il faut dire que je me suis présenté dans le 5e entre M. Tibéri et Mme Cohen-Solal, c'est-à-dire entre des jumeaux, des gens qui ont une manière de voir la politique tout à fait... Ça, il y a 2 cas de cocher. Donc, voilà, là aussi, je n'ai pas atterri. Moi, je voudrais, en vous écoutant, là, à la suite de nos réflexions et interrogations, en fait, c'est la liberté. Vous rejetez l'enfermement, qui vient peut-être de l'enfance, et atterrir, c'est faire un choix et se fermer tout ce qui vous attire aussi. Et donc, en étant un individu libre, on ne l'attelle pas. Et ce côté, je crois, de liberté qui explique un peu votre parcours, c'est comment vous avez été viré plus d'une fois, comment vous êtes parti aussi, vous, plus d'une fois. Donc, ça peut donner l'impression d'une conduite un peu... erratique, mais oui, le terme me semble un peu fort. Mais en tout cas, devant réagir à des situations où vous avez déplu ou qu'ils vous ont déplu, je trouve que la réaction que vous avez eue après la fin de l'Esprit public sur France Culture, de créer ce podcast, Le Nouvel Esprit public, était une réaction, j'allais dire, de liberté et presque d'autorité. Voilà, la question que je voulais vous poser, vous avez créé énormément d'émissions qui étaient totalement inédites. Je vois dans la première sur Télescopage, au fond, la façon dont vous étiez agacé par un milieu qui se voulait intellectuel, avec mépris sur la télévision, alors que vous faites Télescopage par respect d'ailleurs aux téléspectateurs et qui regardent un certain nombre d'émissions. Vous faites une émission que moi j'ai adorée, la prochaine fois je vous le chanterai, que j'écoutais tous les samedis avec énormément de plaisir et j'ai eu beaucoup de tristesse quand elle s'est arrêtée. Quand on marche avec Philippe dans la rue, il y a des gens qui lui parlent de cette émission. Mais c'est vrai, c'était plusieurs années après. Parce que tous ceux qui ne sont pas absorbés par Roselyne. En tout cas, je puis dire, maintenant que ma carrière parlementaire est terminée, je puis dire que c'est très difficile de saisir une population fluide comme les populations bourgeoises de la banlieue parisienne. Le point d'accroche fondamental que j'ai eu avec les électeurs, c'était le fait que j'avais énormément de gens dans ma circonscription
qui ont suivi les nombreuses années que j'ai passées aux côtés de Philippe dans l'esprit public. Ça a été un des rares points d'accroche, parce qu'on est vraiment dans un monde entièrement fluide actuellement politiquement. Il n'y a plus de parti, il n'y a plus personne, on s'accroche, enfin bon. Et là, avec l'absence de cumul, on n'est pas enraciné dans une mairie, enfin, on est vraiment... Et c'était un des seuls blocs de granit, comme dirait le regretté Napoléon, auquel je m'accrochais. Ça m'a vraiment tout à fait impressionné. Dans les deux campagnes que j'ai pu faire, ça m'a tout à fait impressionné de voir cette présence et qui tient essentiellement évidemment au talent de Philippe et au fait que ça a duré. Tout ce qui dure importe. Oui, tout à fait. Mais et la question que je voulais vous poser, parce qu'il y a eu les émissions sur la musique, revenez quand vous voulez, il y a eu donc la prochaine fois je vous le chanterai, il y a eu l'Esprit public, qui étaient des émissions nouvelles. Enfin, l'Esprit public a été la première émission de ce type. Et j'avais envie de vous dire... Laquelle vous est le plus cher au cœur, où elles le sont toutes, où il y en a une où vous vous dites non, là j'ai quand même très très bien fait. Non, je sais que sans doute l'émission qui a rempli le mieux le rôle d'une émission de service public, c'est La prochaine fois je vous le chanterai, parce que c'est une chanson non pas seulement qui nous ressemble, mais qui nous rassemble, et que chacun trouve dans la chanson ce dont il a besoin, et que la chanson nous permet de vivre des vies qu'on n'a pas vécues, et puis de prendre une petite dose de tristesse, parce que ça fait du bien, Léon May Barbara qui chante la solitude, ou une petite dose de fantaisie, ou une petite dose d'aventure, etc. Donc ça, je crois que c'était évidemment l'esprit public. Je dois dire une chose, parce que on me demande souvent, mais qu'est-ce que c'est le service public ? Je ne fais pas de théorie sur le service public, je dis que la prochaine fois je vous le chanterai, quand je l'ai quitté, avait 1 800 000 auditeurs et l'Esprit public 450 000. Dans les deux cas, les directeurs de chaîne n'en voulaient pas. Quand j'ai proposé le projet, ils m'ont dit « Mais tu veux faire ça ?» Ben oui. « Et tu y crois ?» Ben oui. « Bon, ben on essaye. » Ben le bon, ben on essaye, c'est le service public. Et c'est ce que ça reste encore aujourd'hui. C'est vous qui l'avez dit. L'unité, moi j'ai une petite anecdote sur l'unité d'un homme, c'est-à-dire l'unité que représente Philippe à travers ces deux émissions. Nous savons tous que l'Esprit public et le nouvel Esprit public, c'est le dimanche, et que je vous le chanterai, c'était le samedi. Mais combien de gens m'ont dit « je vous écoute » tous les samedis. Heureusement, ça n'a pas obligé Jean-Louis à chanter, ni les auditeurs Alors, c'est l'unité d'un homme, mais c'est quand même des vies multiples. Et c'est le dernier chapitre sur les deux côtés du rideau. Et aujourd'hui, c'était les deux côtés du micro. Aujourd'hui, c'était les deux côtés du micro. Je dois dire que... je ne m'en lasse pas, on devrait recommencer. Je suis, sans doute, je relirai ce livre d'une autre manière, si je le relis jamais, que après vous avoir entendu. Je resterai en désaccord avec Roselyne, mais je pense que c'est l'époque qui veut ça. Les femmes ont un tropisme, beaucoup de femmes aujourd'hui en tout cas, un tropisme à chercher une explication à quelque chose qui n'en avait pas, c'est-à-dire c'était comme ça. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là pour des tas de raisons. La première raison étant la pilule, évidemment, et tout ce que la pilule a pu changer. Ceci étant, c'est tout à fait remarquable que vous ayez comme directrice de thèse Annick Hegel. Il n'y avait pas tant que ça. Non. D'universitaires femmes, avec cette reconnaissance déjà. Bon, le parti y avait joué son rôle, son côté stalinien aussi. Mais néanmoins, il n'y en avait pas beaucoup. Et en même temps, c'est incroyable. Enfin, je raconte que Anne-Marie Zone, qui faisait une thèse sur la garçonne, Annick Hegel lui dit « Faites attention, c'est très difficile d'avoir une vie universitaire quand on est une femme. Si vous voulez en plus des enfants, moi je m'arrange pour les faire toujours avant les vacances. » C'est génial. Bon, pour être disponible à la rentrée. Pour être disponible à la rentrée. Voilà quelqu'un qui croyait à la rentrée des classes. Pour le reste, en effet, je crois qu'il y a un certain nombre de choses dont on n'a pas eu le temps de parler, dont je parle d'ailleurs pas beaucoup dans le livre, ce qui est le fait d'être un garçon né après la guerre. Un garçon né après la guerre, ça se pose
la première question, c'est qu'est-ce que mon père a fait? Et si par chance, le père s'est bien conduit ou n'a pas fait de bêtises, on se dit qu'est-ce qu'on aurait fait moi? Qu'est-ce que j'aurais fait moi? Et c'est une question que je me pose encore et j'ai essayé de trouver des réponses et je n'ai pas réussi, même en interrogeant mon père ou mon beau-père, qui lui était dans les commandos qui ont débarqué à Omaha Beach, à Sword, pardon. Donc voilà, c'est une chose importante. C'est aussi une chose importante quand on a perdu successivement 2 frères et qu'on s'aperçoit qu'on croyait avoir un père et qu'on ne l'a pas, d'être, comment dirais-je, plus intrigué, se poser plus de questions à propos d'hommes qui pourraient être des oncles, des pères ou des frères. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, cette émission a été extrêmement intéressante. Philippe Meyer est auto-engendré, c'est clair. Partez-nous des mers. Eh bien, sur ces paroles définitives, et non sans vous remercier de vous être prêté à ce jeu, je vous donne rendez-vous pour un prochain Nouvel Esprit Public qui portera sur des sujets secondaires.